200 secondes. C'est le temps qu'il a fallu à une seule machine installée dans un laboratoire silencieux en Californie pour terminer un calcul. Confiez ce même calcul à l'ordinateur classique le plus puissant de la planète Terre. Et selon la meilleure estimation des ingénieurs qui ont construit cette machine, il serait encore en train de tourner dans 10 000 ans. Pas 10 ans, pas 100, 10 000. Un intervalle plus long que tout ce que l'humanité a jamais couché par écrit, plus long que l'agriculture, plus long que l'invention de la roue, comprimé dans le temps qu'il faut pour faire cuire un œuf à la coque. Mais la vitesse n'est pas la partie étrange de l'histoire. La partie étrange, celle qui a discrètement troublé certains physiciens très sérieux, c'est que personne parmi ceux qui ont construit cette machine ne peut vous dire où le calcul a réellement eu lieu. Pas à l'intérieur de la puce, pas quelque part dans la pièce où l'on pourrait pointer du doigt, peut-être même nulle part dans l'univers que vos yeux peuvent observer. Ce soir, nous allons suivre ce petit mystère jusqu'au bout, patiemment, une étape soigneuse après l'autre. Et ce vers quoi il nous mène, ce n'est pas une histoire d'ordinateur plus rapide. C'est une histoire sur ce dont le monde est réellement fait, sous la version que vos yeux vous livrent chaque matin au réveil. À la fin, vous comprendrez exactement pourquoi une machine plus petite qu'une pièce de monnaie peut accomplir quelque chose que toute la matière du ciel ne parvient pas à suivre, et pourquoi un nombre croissant de physiciens en sont venus à soupçonner que le monde solide et séparé dans lequel vous évoluez n'est que la surface de quelque chose de bien plus étrange. La piste traverse une pièce plus froide que l'espace entre les galaxies, construite exprès par des mains humaines. Elle traverse un morceau d'arithmétique si simple qu'un enfant pourrait le suivre, et si impitoyable qu'il épuise l'univers entier avant même d'arriver au bout. Elle traverse un jeune homme qui a été silencieusement effacé de la physique pour avoir eu raison trop tôt. Elle traverse deux électrons solitaires qui se sont accordés l'un avec l'autre à travers un kilomètre de couloir vide, sans que rien ne passe entre eux. Elle traverse un satellite qui a propulsé un objet unique à travers un continent entier et l'a regardé rester entier. Elle traverse une machine qui devient plus puissante à mesure qu'elle grandit, ce qui ne devrait pas être possible. Et elle s'achève au bord d'une question si vaste que personne en vie ne peut y répondre. Et cette question est la suivante. Quand l'une de ces machines fonctionne, où la pensée se produit-elle? Avant de commencer, si ces sujets vous passionnent autant que nous, pensez à liker la vidéo et à vous abonner. C'est un geste simple, mais il aide cette chaîne à atteindre d'autres esprits curieux comme le vôtre. Maintenant, allons-y. En octobre 2019, dans un laboratoire de Santa Barbara, en Californie, une machine a terminé un calcul en 200 secondes. La machine était un peu plus grande qu'une assiette de service en son cœur opérationnel, et la partie qui effectuait réellement le calcul était plus petite qu'un ongle. Elle s'appelait Sycamore, et elle avait été construite sur une période d'environ 2 décennies par un groupe de physiciens dirigé par un expérimentateur discret du nom de John Martinis. Un homme qui avait passé toute sa carrière à convaincre des particules isolées de faire des choses que les particules ne sont pas censées faire à l'air libre. La tâche que Sycamore a exécutée portait un nom sec, presque ennuyeux. Échantillonnage de circuits aléatoires. On met en place une longue série d'opérations choisies au hasard. On les laisse s'exécuter, puis on mesure ce qui tombe à l'autre bout. Ça a l'air de rien. C'était conçu pour avoir l'air de rien. Son seul but était de servir de test de référence, une manière de poser à une machine une question brutale. Peux-tu faire quelque chose que la matière ordinaire, suivant les règles ordinaires, ne peut tout simplement pas suivre? Et la réponse qui est revenue était oui. Voici la comparaison qui a fait dresser l'oreille à tout le monde. Ce même calcul, selon l'estimation des chercheurs, confié au superordinateur classique le plus puissant alors en service sur Terre, un géant nommé Summit, qui remplissait une salle de la taille de 2 terrains de basket, aurait pris environ 10 000 ans pour être achevé. L'un des doctorants de l'équipe, un jeune homme du nom de Brooks Foxon, l'a formulé simplement. Un calcul qui aurait pris 10 000 ans sur un superordinateur classique a pris 200 secondes sur notre ordinateur quantique. Google a publié le résultat dans la revue Nature et l'a déposé dans les annales scientifiques comme une pierre dans un étang calme. Les ondulations ne se sont pas arrêtées depuis. Pour être juste, et nous allons être justes tout au long de cette histoire parce que la version honnête est plus étrange que la version sensationnaliste, l'entreprise IBM a riposté presque immédiatement. IBM avait ses propres machines quantiques et ses propres ingénieurs très affûtés. Et ces ingénieurs ont examiné attentivement ce chiffre de 10 000 ans et ont dit « Attendez un peu ». Avec une méthode astucieuse et suffisamment d'espace de stockage sur disque dur, ont-ils argué, on pourrait probablement simuler ce même circuit sur un superordinateur classique en quelque chose comme 2 jours et demi. Pas 10 000 ans, 2 jours et demi. Et ils n'avaient pas tort de le dire. C'est la partie que la plupart des récits passent sous silence. Alors, ralentissons et accordons-lui toute l'attention qu'elle mérite. L'échange qui a suivi, 2 équipes de gens brillants se disputant sur le degré exact d'impossibilité de la chose impossible, est l'un des chapitres les plus divertissants de la physique récente. Mais regardez attentivement ce sur quoi les 2 camps étaient tacitement d'accord. Même en se disputant, personne dans aucune des 2 équipes n'a jamais prétendu qu'un ordinateur classique égalait réellement la machine quantique pour cette tâche. Ils se disputaient sur la taille de l'écart. Était-ce 10 000 ans ou quelques jours?
Ils ne se disputaient pas sur le fait que l'écart était réel. Et quelques jours sur le plus grand ordinateur que l'humanité ait jamais assemblé, pour égaler 200 secondes sur une puce plus petite que votre ongle de pouce, ce n'est pas une défaite pour la machine quantique. C'est le même ébahissement portant un manteau légèrement plus modeste. L'écart était donc réel. Ce que Google avait montré pour la première fois de manière nette et mesurable, c'était une machine effectuant un calcul pour lequel il n'existe aucune explication classique efficace. Pas une explication lente qu'on pourrait accélérer plus tard, pas une explication approximative qu'on pourrait affiner. Un cas concret, publié, vérifiable, d'un petit objet froid accomplissant quelque chose que la matière suivant les règles quotidiennes ne devrait pas être capable de faire, dans aucun sens pratique. Mais ce n'est pas réellement le mystère. Le mystère, la chose qui devrait vous empêcher de dormir, ce n'est pas la vitesse à laquelle la machine a tourné. C'est l'endroit où elle a accompli son travail. Parce que pour comprendre pourquoi, il faut s'asseoir avec une règle qui s'est vérifiée pour chaque machine que les êtres humains ont jamais construite, sans une seule exception, depuis la première pierre taillée. La règle est celle-ci. La complexité entraîne la fragilité. Votre voiture a plus de pièces que votre vélo, et elle tombe en panne de plus de façons. Un réseau électrique a plus de points de défaillance qu'un seul générateur. Un corps vivant a plus de façons de mal fonctionner qu'une seule cellule. Plus vous ajoutez de pièces à un système, plus ce système a de façons de s'effondrer. Ce n'est pas de la mauvaise ingénierie, c'est la tendance naturelle de l'univers. La lente attraction de tout vers le désordre, qui se manifeste dans chaque dispositif que nous ayons jamais fabriqué. Plus de pièces, plus de façons de casser. Cette règle simple va avoir une importance considérable plus tard, et pour l'instant, elle ne fait que planter le décor, parce que voici ce qu'une machine quantique prétend silencieusement accomplir. Sycamore possède 53 de ce qu'on appelle des qubits. Nous passerons du temps, un vrai temps soigné plus tard, à expliquer ce qu'est réellement un qubit, parce que c'est exactement là que réside le mystère. Pour l'instant, retenez simplement le nombre 53. Et un système de 53 qubits, lorsqu'il fonctionne, est lié non pas à 53 petits interrupteurs, mais à un nombre de possibilités distinctes si grand qu'il est véritablement difficile à écrire. Plus de 9 quadrillions d'entre elles, toutes tissées ensemble, toutes en jeu simultanément. Et ce n'est que 53. Poussez le nombre un peu plus haut, jusqu'à 300 qubits. Toujours une puce que vous pourriez tenir en équilibre sur le bout d'un doigt. Et le nombre de possibilités avec lesquelles elles s'enchevêtrent dépasse quelque chose que presque personne n'anticipe. Il dépasse le nombre total d'atomes dans l'ensemble de l'univers observable. Chaque atome dans chaque étoile, chaque planète, chaque nuage de gaz errant, jusqu'au bord le plus lointain que nous puissions voir dans toutes les directions, est estimé à environ 1 suivi de 80 zéros. Et une machine de 300 qubits fonctionnant à plein régime serait liée à un nombre de possibilités supérieur à cela. Supérieur d'un facteur d'environ 10 milliards. Une machine de la taille d'une pièce de monnaie impliquant plus de possibilités distinctes qu'il n'y a d'atomes dans tout ce qui existe. Lisez cela lentement, car c'est la fissure par laquelle tout le reste de la soirée va s'engouffrer. Quand Sycamore a exécuté son calcul de 200 secondes, quelque chose, quelque part, a traité un éventail de possibilités trop vaste pour tenir dans la matière de la puce. Trop vaste, en fait, pour tenir dans l'ensemble du cosmos visible. La machine a donné une réponse réelle. Cette réponse a manifestement émergé d'un processus qui devait prendre en compte, d'un seul coup, un amas astronomique de possibilités qui n'a de place nulle part où l'on puisse pointer du doigt. Alors voici la question que la petite puce de Google a laissé poser sur la table. Celle à laquelle personne dans ce laboratoire n'a pu répondre complètement. Celle que nous allons passer la soirée à pourchasser. La machine fonctionne, ce n'est pas en doute. Le mystère n'est pas de savoir si elle fonctionne. Le mystère, c'est de savoir où le travail se fait. Quelle partie de la réalité portait tout cela, alors qu'il n'y a pas assez de réalité à porter pour le porter. Pour ne serait-ce que commencer à répondre à cela, on ne peut pas rester dans le monde bien rangé des communiqués de presse et des articles de revue. Il faut aller se tenir à côté de l'une de ces machines. Et se tenir à côté de l'une d'elles, il s'avère, est l'une des expériences les plus étranges qu'une personne puisse vivre, parce qu'elle ne ressemble pas du tout à un ordinateur. Elle ressemble à quelque chose entre une cathédrale et un lustre, suspendue dans une pièce qui a été rendue, exprès par des mains humaines, plus froide que l'espace vide entre les étoiles. Imaginez-vous entrant dans la pièce où vit l'une de ces machines. Vous pourriez vous attendre à un serveur, une boîte noire avec des lumières clignotantes ronronnant tranquillement sur un rack. Ce n'est pas ce que vous trouvez. Ce que vous trouvez ressemble davantage à un lustre conçu par quelqu'un qui aurait pris un mauvais tournant dans un rêve. Il pend du plafond, une série d'étages en or étincelants empilés l'un sous l'autre, chacun plus petit que le précédent, enveloppé de cuivre et de blindage, avec des câbles descendant à travers comme des nerfs transportant des signaux vers le froid. L'ensemble est suspendu à l'intérieur d'une chambre scellée. Et tout en bas, plus petit qu'une pièce de monnaie, se trouve la puce. Tout ce qui se trouve au-dessus, tout cet or, toute cette ingénierie minutieuse, existe pour accomplir une seule chose. Rendre le fond plus froid que presque partout ailleurs dans l'existence. Le dispositif porte un nom ordinaire qui dissimule combien il est étrange, un réfrigérateur à dilution.
Et les températures qu'il atteint sont difficiles à se représenter mentalement. Alors nous allons y arriver progressivement. La puce tout en bas fonctionne à environ 20 millièmes d'un seul degré au-dessus de ce que les physiciens appellent le zéro absolu. Le zéro absolu est le vrai plancher du froid. La température à laquelle toute l'agitation et le tremblement ordinaire de la matière s'arrêtent théoriquement, et il se situe à environ 273 degrés sous zéro sur l'échelle Celsius. La puce fonctionne à un cheveu au-dessus de ce plancher, 20 millièmes d'un degré. Il n'existe presque rien de plus froid nulle part. Pour ressentir à quel point c'est froid, vous avez besoin de quelque chose à quoi le comparer. Alors, voici la comparaison qui me saisit à chaque fois. Dehors, dans l'espace, remplissant l'univers entier dans toutes les directions, il y a une faible chaleur résiduelle provenant de la naissance du cosmos. Le reste refroidi de la lueur du Big Bang lui-même, brillant encore doucement dans l'obscurité entre toutes choses. Ce fond se situe à environ 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu, et la puce au fond du réfrigérateur fonctionne à plus de 100 fois plus que cela. Laissez cela se déposer un instant. Nous avons construit ici, à la surface chaude de la Terre, un endroit plus froid que la température moyenne de l'espace profond, plus froid que le vide entre les galaxies. L'un des endroits les plus froids de l'univers connu n'est pas quelque part parmi les étoiles. Il est dans un laboratoire et nous l'avons fabriqué exprès. Le refroidissement se fait par étapes, comme une descente à travers des couches d'hiver qui ne cessent de s'approfondir. Le blindage extérieur se situe à environ 50 degrés au-dessus du zéro absolu. L'étage suivant descend à environ 4, puis encore plus bas, chaque niveau plus froid que celui du dessus, jusqu'à atteindre ce plancher de fonctionnement final près de la puce. L'ensemble est suspendu dans le vide, enveloppé de cuivre plaqué, or parce que l'or réfléchit bien la chaleur et ne ternit pas. Et chaque murmure errant de chaleur doit être repoussé avant de pouvoir atteindre le fond. Et voici la question qui déverrouille tout, et je veux vraiment ralentir pour qu'elle atterrisse bien. Pourquoi ? Pourquoi se donner tout ce mal ? Pourquoi construire l'un des endroits les plus froids de l'univers juste pour exécuter un calcul ? La réponse est le premier véritable indice de toute notre histoire, et la voici. Ce que la machine fait est si délicat, si facilement détruit, que cela ne peut survivre que dans un isolement quasi parfait du monde ordinaire. Cela doit être scellé, protégé de la chaleur, des vibrations, de la lumière, de presque toute forme de contact avec la réalité environnante. La machine, pour le dire aussi simplement que possible, doit être cachée du monde pour pouvoir fonctionner. Cette dernière idée semble pour l'instant être un simple fait d'ingénierie, un détail sur le froid et le blindage. Bien plus tard dans la soirée, elle va se retourner et nous dire quelque chose de saisissant sur la nature même de la réalité. Pour voir ce qui a besoin d'être protégé, suivez-moi jusqu'au fond, jusqu'à la puce. Les qubits de ces machines sont construits autour de ce qu'on appelle une jonction Josephson, et l'idée est plus simple que le nom. Prenez deux supraconducteurs, des matériaux qui transportent l'électricité sans aucune résistance une fois suffisamment refroidis, et séparez-les par une couche isolante si mince que, dans le monde ordinaire, elle devrait arrêter net le courant, comme un mur. Mais dans le monde quantique, des paires d'électrons traversent ce mur sans jamais passer par-dessus. Un comportement appelé effet tunnel qui n'a aucun équivalent dans le monde que vous et moi traversons à pied. Refroidissez ces jonctions, excitez-les avec des impulsions soigneusement calibrées d'énergie micro-ondes, et elles commencent à se comporter comme des atomes artificiels. Elles adoptent des niveaux d'énergie distincts. Elles répondent de manière contrôlée. Et, chose cruciale, elles peuvent être placées dans cette condition quantique fragile que les physiciens appellent superposition. Vous avez presque certainement entendu la phrase selon laquelle un qubit peut être un 0 et un 1 en même temps. Et cette phrase est techniquement vraie et discrètement trompeuse. Alors laissez-moi la corriger, parce que la correction compte. Un qubit en superposition n'est pas comme une pièce qui tourne et qui serait secrètement déjà pile ou face, et qu'on n'aurait simplement pas encore regardé. Il est véritablement dans un mélange des deux possibilités à la fois, décrit par une quantité délicate qui porte non seulement la probabilité de chaque issue, mais aussi quelque chose appelé la phase, qui gouverne la manière dont les différentes possibilités s'alignent et se combinent les unes avec les autres. Et cette combinaison, cette interférence entre les possibilités, n'est pas une note de bas de page. C'est le moteur entier de la machine. Nous le construirons proprement dans un chapitre ultérieur. Mais vous pouvez déjà sentir pourquoi le froid doit être aussi total. Une superposition est presque insupportablement sensible. Une seule particule égarée de chaleur ordinaire atterrissant sur la puce peut la détruire. Une vibration infime transmise par le sol depuis un camion passant sur la route à l'extérieur peut la détruire. Un soupçon d'interférence électrique provenant d'un câble voisin peut la détruire. N'importe lequel de ces facteurs provoque ce que les physiciens appellent la décohérence. L'effondrement de la condition quantique délicate en une condition ordinaire. Et à l'instant où cela se produit, le calcul en cours est tout simplement perdu. C'est pourquoi les réfrigérateurs existent, c'est pourquoi le blindage en or existe, c'est pourquoi ces laboratoires sont parmi les environnements les plus soigneusement isolés que les êtres humains aient jamais construits. Vous essayez de maintenir immobile un motif si ténu que l'univers lui-même semble constamment essayer de l'effacer.
Laissez-moi vous confier une image avant que nous ne passions à la suite, parce que je veux que vous la portiez avec vous. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre vous tenir à côté de la puce, tout au fond de ce réfrigérateur, sans que votre propre chaleur corporelle ne ruine instantanément tout, vous seriez debout dans l'endroit le plus froid et le plus immobile où vous ayez jamais été. Plus froid que la face cachée et obscure de la Lune. Plus froid que l'espace entre les étoiles. Et silencieux d'une manière qu'aucun lieu naturel sur Terre n'atteint jamais, parce qu'il n'y aurait presque rien là-bas pour bouger, presque rien pour produire un son. La puce reposerait au milieu de ce néant manufacturé comme un souffle retenu. Chaque couche d'or, chaque degré de froid, chaque parcelle de vide, tout cela présent pour une seule raison. Empêcher le monde chaud, ordinaire et local de toucher la seule chose fragile au centre, juste assez longtemps pour qu'elle achève une seule pensée. Une machine qui doit être cachée du monde pour pouvoir penser. C'est une image magnifique et c'est une image étrange. Et c'est notre premier véritable indice que, quoi que fassent ces machines, elles ne le font pas dans le monde ordinaire et chaud des objets solides et séparés. Elles le font quelque part d'autre. Et pour découvrir où se trouve ce quelque part, nous devons quitter la chambre froide et faire un peu d'arithmétique. Rien de difficile, juste des doublements et un comptage honnête. Et ce comptage va nous mener très vite à un endroit où nous épuisons carrément l'univers. Faisons un peu de mathématiques ensemble. Je vous promets que ça ne fera pas mal parce que ce n'est rien de plus compliqué que des doublements et une comptabilité honnête. Mais je veux vous avertir doucement à l'avance. Parce que la chose la plus troublante de ces machines, ce n'est pas le matériel et ce n'est pas le froid. Ce sont les chiffres. Et les chiffres, une fois qu'on les suit jusqu'au bout, vous laissent debout face à une conclusion dont il est très difficile de revenir. Commençons par un ordinateur classique, celui que vous tenez presque certainement en main ou près duquel vous êtes assis en ce moment. Il stocke l'information en bits et chaque bit est soit un 0, soit un 1. 2 bits peuvent représenter 4 combinaisons possibles. 3 bits peuvent en représenter 8. Chaque nouveau bit que vous ajoutez double le nombre d'arrangements possibles. Avec 10 bits, vous avez 1024 états possibles. Avec 50 bits, vous en avez plus d'un quadrillion. Mais voici le point essentiel à propos d'un ordinateur classique, la chose qui le rend ordinaire. À un instant donné, la machine se trouve dans exactement un seul de ces états. Un arrangement, puis le suivant, les parcourant un à la fois. Elle n'occupe jamais qu'un seul arrangement à un instant donné. C'est cela, l'informatique de tous les jours. Un ordinateur quantique fait quelque chose de fondamentalement différent. Et c'est le pivot de toute la soirée. Alors laissez-moi l'exposer lentement. Un seul qubit en superposition ne représente pas simplement un 0 ou simplement un 1. Il représente un mélange des deux. 2 qubits ensemble impliquent les 4 combinaisons de 2 bits en même temps. 3 qubits impliquent les 8. 10 qubits impliquent les 1024 ensemble. 50 qubits sont liés à l'ensemble du quadrillon de combinaisons simultanément. Le système ne parcourt pas ces arrangements l'un après l'autre. Il est intriqué avec tous en même temps, et il produit sa réponse par la manière dont toutes ces possibilités interfèrent les unes avec les autres. Maintenant, poussons le nombre et observons ce qui se passe, parce que c'est ici que le sol se dérobe. Prenons 300 qubits. 2 multiplié par lui-même 300 fois donne un nombre si grand qu'il ne signifie presque rien pour l'esprit humain. Alors laissez-moi vous donner quelque chose contre lequel le mesurer. Le nombre total d'atomes dans l'ensemble de l'univers observable, chaque atome dans chaque étoile, chaque planète, chaque nuage de gaz jusqu'au bord le plus lointain que nous puissions voir dans toutes les directions, est estimé à environ 1 suivi de 80 zéros. Et une machine de 300 qubits fonctionnant en pleine superposition serait liée à un nombre de possibilités qui n'est pas simplement supérieur aux atomes de l'univers. Il est supérieur d'un facteur d'environ 10 milliards. Une machine de la taille d'un ongle impliquant plus de possibilités distinctes qu'il n'y a d'atomes dans tout ce qui existe. 300 qubits. Juste 300. Et Willow, une machine sur laquelle nous reviendrons plus tard, en porte déjà plus d'une centaine, avec des feuilles de route sérieuses pointant vers des milliers au cours de cette décennie et des gens parlant sobrement de machines à 1 million de qubits au cours de nos vies. C'est le moment où une personne prudente lève la main, et c'est une bonne objection. Alors laissez-moi la prendre au sérieux plutôt que de parler par-dessus. Vous pourriez dire, attendez, la machine ne stocke pas réellement toutes ces possibilités de la façon dont une mémoire ordinaire stocke des données. Ces quantités quantiques délicates ne sont pas de petits objets physiques assis dans de petits tiroirs physiques à l'intérieur de la puce. Et quand vous mesurez finalement le tout, vous n'obtenez qu'une seule réponse, une simple chaîne de 0 et de 1. Alors, où est le paradoxe? Rien n'a jamais été réellement stocké. Voici la réponse, et c'est la fissure par laquelle tout le reste de la soirée va s'engouffrer. L'interférence entre toutes ces possibilités se produit de manière démontrable. La réponse correcte émerge de manière démontrable d'un processus qui, s'il avait été un calcul classique, aurait nécessité de travailler à travers un nombre astronomique de possibilités ensemble. Vous ne pouvez pas obtenir les réponses que ces machines produisent réellement à partir d'un processus qui n'aurait jamais été que dans un seul arrangement à la fois. Les mathématiques de la façon dont la sortie est créée
exige que les étapes intermédiaires impliquent quelque chose opérant à travers le mélange entier des possibilités d'un seul coup. La question n'est donc pas de savoir si le système travaillait, dans un sens réel, avec tous ces états. Les mathématiques de la mécanique quantique disent qu'il le faisait. La question est différente et bien plus difficile. Où tout cela se passait-il? Quelle chose physique portait cette information? Quelle partie de la réalité accomplissait le travail? Parce que regardez encore une fois la comptabilité. Dans un système de 300 qubits, le nombre de possibilités dépasse le nombre d'atomes dans l'univers observable. Vous ne pouvez pas stocker un 2 suivi de 90 zéros de nombre à l'intérieur d'un 1 suivi de 80 zéros d'atomes. L'arithmétique ne rentre tout simplement pas. On épuise l'univers avant d'épuiser les états. C'est l'une des phrases vraies les plus étranges que je connaisse. On épuise l'univers avant d'épuiser les états. Laissez-moi mettre la taille de cela en termes que vous pouvez presque saisir, parce que les nombres sont si grands qu'ils s'engourdissent, et je ne veux pas qu'ils s'engourdissent. 50 qubits impliquent déjà environ un quadrillion de possibilités. Un quadrillion, c'est 1000 billions. Si vous essayez de les compter à raison d'1 par seconde, il vous faudrait plus de 30 millions d'années. Et ce ne sont que 50 qubits. Maintenant, doublez le nombre jusqu'à 100. Et vous ne doublez pas simplement les possibilités. Vous élevez au carré tout cet amas énorme, et même davantage. Avant d'atteindre quelques centaines, le décompte dépasse tout objet physique que vous pourriez jamais utiliser pour en garder la trace. Il n'y a pas assez de grains de sable sur Terre. Il n'y a pas assez d'atomes dans la Terre. Il n'y a pas assez d'atomes dans le Soleil, ni dans la galaxie, ni dans toutes les galaxies que nous pouvons voir empilées ensemble. Et le décompte continue de grimper, parce que chaque nouveau qubit est un nouveau doublement, et les doublements sont impitoyables. C'est pourquoi les physiciens ne décrivent pas la puissance d'un ordinateur quantique comme une question de stockage supplémentaire. Le stockage s'épuise, l'univers s'épuise. Quoi que la machine fasse, cela ne peut pas être une question de conserver toutes ces possibilités quelque part à l'intérieur d'elle-même, parce qu'il n'y a pas d'endroit assez grand, nulle part pour les contenir. Les physiciens ont en fait un nom pour l'espace mathématique dans lequel vivent ces possibilités quantiques. Ils l'appellent l'espace de Hilbert. Et dans un sens très précis, l'espace de Hilbert est plus grand que l'espace physique. Ce n'est pas de la poésie et ce n'est pas une métaphore que j'emploie pour paraître grandiloquent. C'est un fait mathématique simple. L'espace requis pour décrire complètement même un système quantique de taille modérée possède plus de dimensions que les 3 dans lesquelles nous nous déplaçons. Le calcul, quoi qu'on puisse dire d'autre à son sujet, se déroule dans un espace qui est plus grand que l'univers que nous pouvons voir. La question se tient là, incontournable, refusant de s'en aller. Où cela se produit-il? Et je veux que vous ressentiez la taille de tout cela, non pas comme une conférence, mais comme quelque chose de presque physique, parce que c'est le moment où toute l'histoire cesse d'être abstraite. Vous avez passé votre vie entière à supposer que quoi qu'une machine fasse, elle le fait quelque part à l'intérieur d'elle-même, dans les fils, dans le métal froid, dans un endroit que vous pourriez montrer du doigt si seulement vous aviez un doigt assez petit. Cette supposition semble inébranlable. C'est ainsi que les objets fonctionnent. Et ici, pour la première fois, cette supposition échoue. Elle n'échoue pas à cause de la philosophie, de l'interprétation ou d'un argument astucieux. Elle échoue sur la pure arithmétique. Juste du comptage, juste des doublements, 300 fois. 300 de quelque chose de plus petit qu'un grain. Et déjà, il n'y a plus de place nulle part dans le cosmos visible pour contenir ce qu'elle fait. Restez avec ce vertige un moment, parce qu'il pointe vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Nous sommes habitués à nous sentir petits face à l'immensité de l'univers, écrasés par des distances et des durées que nous ne pouvons pas nous représenter. Ici, c'est le sentiment inverse. C'est la plus petite machine sérieuse que nous ayons jamais construite, et elle est en quelque sorte trop grande pour que l'univers puisse la contenir. Le mystère s'est retourné et nous regarde. Quoi qu'un ordinateur quantique fasse réellement quand il tourne, il ne garde pas le travail à l'intérieur de son propre petit corps froid, parce que son propre petit corps froid et l'univers tout entier autour de lui ne sont pas assez grands. L'information n'a, au sens le plus simple, nulle part dans l'espace où être. Pas d'adresse. Cette expression, pas d'adresse, va revenir vers la fin de la soirée. Et quand elle reviendra, elle signifiera quelque chose de bien plus grand qu'un simple problème. Mais nous allons trop vite. Si l'information ne peut pas tenir dans l'espace, alors peut-être, juste peut-être, que l'espace ordinaire n'a jamais été le bon endroit où chercher. Et cette suspicion tranquille nous mène tout droit vers un homme qui a dit exactement cela à voix haute il y a 40 ans et qui a été presque entièrement ignoré. En 1985, un physicien de l'université d'Oxford du nom de David Deutsch a publié un article dans les Proceedings de la Royal Society de Londres. Il portait un titre rébarbatif, quelque chose sur la théorie quantique et l'ordinateur quantique universel, et il est maintenant considéré comme l'un des articles les plus importants de toute l'histoire de l'informatique. C'est aussi, pendant une longue période d'années, l'un des plus discrètement ignorés. Pas parce qu'il était faux. Parce qu'il avait raison dans une direction que la plupart des physiciens n'étaient tout simplement pas prêts à emprunter. Deutsch fixait exactement le problème que nous venons de parcourir ensemble. Le problème du « où ».
Il a regardé l'amas impossible de possibilités qu'un ordinateur quantique devrait traiter. Ce décompte qui épuise carrément l'univers. Et il a posé la question brutale, si l'information ne peut pas être stockée dans cet univers, parce que l'arithmétique dit qu'il n'y a pas assez d'univers pour la stocker, alors où est-elle? Et il a refusé de traiter cela comme une énigme douce, poétique, sans réponse possible. Il l'a traité comme une question de physique dure, avec une réponse physique définie. Son raisonnement allait comme suit. Le calcul se produit de manière démontrable. Le traitement d'un nombre astronomique de possibilités d'un seul coup se produit de manière démontrable. Ce traitement a besoin d'un foyer physique. Et si le foyer physique ne peut pas être la matière ordinaire de notre univers observable, parce qu'il n'y en a pas assez, alors le foyer doit être quelque part d'autre. Deutsch était un homme qui prenait sa propre théorie littéralement, jusqu'au bout. Et là où cela l'a mené, c'est quelque part où très peu étaient prêts à le suivre. Le quelque part d'autre particulier vers lequel il s'est tourné était une interprétation de la mécanique quantique connue sous le nom d'image des mondes multiples. Et pour comprendre pourquoi quiconque la prendrait au sérieux, il vous faut le puzzle qu'elle a été construite pour résoudre. Alors laissez-moi l'esquisser rapidement. Dans la mécanique quantique standard, un système en superposition évolue de manière fluide et prévisible, suivant une équation précise, s'étalant dans un mélange de possibilités. Cette partie n'est pas controversée. Elle a été vérifiée à une précision stupéfiante. Mais alors, au moment où vous mesurez, le mélange semble s'évanouir, et vous obtenez un seul résultat défini. Toutes les autres possibilités disparaissent simplement. Les physiciens appellent cela l'effondrement. Et la chose étrange à propos de l'effondrement, c'est que l'équation qui gouverne tout le reste n'en dit rien. Les mathématiques ne décrivent jamais le mélange choisissant soudainement une réponse. Cet effondrement a été ajouté à la théorie à la main, non pas parce que les mathématiques l'exigeaient, mais parce que c'est ce que nous semblons observer. Chaque fois que nous regardons, nous voyons un seul résultat. Donc, l'effondrement doit se produire, mais l'équation ne le dit jamais. En 1957, un étudiant en doctorat à Princeton du nom de Hugh Everett a proposé une issue radicale. Son directeur de thèse, comme il se trouve, était un physicien nommé John Wheeler, un nom qui reviendra vers la toute fin de notre soirée. Et si, demanda Everett, l'équation était tout simplement correcte? Et s'il n'y avait aucun effondrement du tout? Et si, quand une mesure se produit, chaque résultat possible se réalisait effectivement? Pas l'un après l'autre, pas avec un gagnant et les autres disparaissant, mais tous ensemble dans des branches séparées d'une seule réalité qui ne cesse jamais d'évoluer. L'appareil de mesure, le laboratoire, le scientifique, la planète entière se divise en versions parallèles, une pour chaque résultat. Et chaque version est entièrement réelle, et chacune ignore les autres parce que les branches n'interagissent pas. C'est l'interprétation des mondes multiples. Quand elle a été proposée pour la première fois, elle a été accueillie à peu près aussi chaleureusement que vous pourriez l'imaginer. Les voix dominantes de la physique à l'époque, les figures imposantes du domaine, soutenaient qu'il ne fallait tout simplement pas demander ce qui se passe réellement entre les mesures. L'idée d'Everett a été balayée d'un revers de main. Et ici, l'histoire prend un tournant discrètement triste qui vaut la peine d'être retenu un instant. Everett n'a pas passé des décennies à se battre pour son idée. Il a quitté la physique académique presque entièrement. Il est allé travailler sur des problèmes de défense, sur l'arithmétique froide du ciblage nucléaire et des retombées. Il a bu et il est mort d'une crise cardiaque en 1982, à l'âge de 51 ans, sans jamais savoir que l'idée pour laquelle il avait été rejeté serait un jour prise plus au sérieux qu'elle ne l'avait jamais été de son vivant. Il y a quelque chose d'instructif là-dedans, et je veux le nommer parce que toute l'histoire de ce soir a cette saveur encore et encore. Voilà un jeune homme qui a regardé attentivement l'équation que tout le monde utilisait. Il a remarqué qu'elle ne dit jamais que l'effondrement se produit, et il a eu le culot de suggérer que peut-être l'équation devrait simplement être crue telle qu'elle. Pour cela, il a été largement ignoré par les figures les plus puissantes de son domaine. Des figures dont le cadre tout entier était bâti sur la règle selon laquelle on ne devrait pas poser de telles questions. Et puis lentement, longtemps après sa disparition, l'idée pour laquelle il avait été rejeté est devenue l'un des cadres les plus sérieusement discutés dans les fondements de la physique. Considéré par beaucoup non pas comme une option étrange parmi d'autres, mais comme sans doute la lecture la plus conservatrice de la mécanique quantique qui soit. Celle qui n'ajoute rien à l'équation et la prend simplement au mot. L'histoire de ce sujet est jonchée d'idées qui ont été ignorées, non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles pointaient vers un endroit où les gens n'étaient pas prêts à aller. C'est un schéma qui vaut la peine d'être guetté au fil de notre parcours. David Deutsch connaissait Everett et le prenait avec un sérieux complet. Pas comme une option philosophique parmi d'autres, mais comme une image littérale de ce que la mécanique quantique décrit. Et quand Deutsch a analysé ce qu'un ordinateur quantique ferait réellement, l'image des mondes multiples ne s'adaptait pas simplement aux résultats. À ses yeux, elle en était exigée. Un calcul quantique, dans son analyse, est de l'interférence entre des calculs parallèles exécutés côte à côte dans des branches parallèles de la réalité.
La raison pour laquelle la machine peut traiter un problème de taille exponentiellement grande est que les morceaux de travail exponentiellement nombreux sont distribués à travers des réalités parallèles exponentiellement nombreuses, chacune accomplissant une petite part, l'interférence entre elles produisant la réponse. Vous recueillez le résultat dans votre branche, mais le travail, arguait-il, a été accompli partout. Quand vous demandez où la machine de 300 qubits conservait son amas impossible de possibilités, la réponse de Deutsch était directe. Dans les autres mondes, il y avait de la place là-bas, parce qu'il y avait plus de mondes que d'atomes. Je vais planter un drapeau ici et être scrupuleusement juste, parce que c'est exactement le genre d'affirmation qui se fait écraser et survendure, et la version honnête compte plus que la version excitante. La lecture de Deutsch est audacieuse, elle est sérieuse. Elle est partagée par de vrais physiciens en exercice et c'est une réponse honnête à notre question du « où ». Mais c'est une interprétation de la mécanique quantique, pas un résultat expérimental. La machine ne vient pas avec une étiquette vous disant que l'image des mondes multiples est correcte. C'est une porte parmi d'autres. Il y a d'autres physiciens sérieux qui regardent les mêmes machines et se tournent vers des images entièrement différentes. Et aucun d'entre eux ne peut pointer vers une mesure qui tranche la question. L'Internet adore vous dire que les ordinateurs quantiques prouvent le multivers. C'est un pas de plus que les preuves ne le permettent, et je ne le ferai pas avec vous ce soir. Alors voici où le chapitre atterrit honnêtement. Nous avons demandé si Deutsch avait une réponse au « où le calcul se produit ». Et il en avait une, et c'est une réponse authentique portée par de vrais esprits. Mais ce n'est pas la réponse, pas une réponse prouvée. Ce qui est vrai et suffisamment remarquable en soi, c'est qu'un physicien rigoureux fixant ses machines en 1985 a conclu que l'information ne pouvait pas être stockée dans l'espace ordinaire tel que nous le comprenons. Que la réponse au « où » était, sous une forme ou une autre, pas ici, pas dans l'espace que vous et moi traversons. Sur cela, vous n'avez pas besoin de choisir une interprétation. Vous avez juste besoin de l'arithmétique. Et l'arithmétique n'est pas négociable. Et cela nous laisse avec une question plus aiguisée et plus dure que celle avec laquelle nous avons commencé le chapitre. Si l'espace ordinaire est le mauvais endroit où chercher le calcul, nous ferions mieux de demander si l'espace ordinaire, avec ses distances confortables et ses séparations nettes, a jamais été le véritable socle de la réalité. Et pour répondre à cela, nous n'avons pas besoin d'interprétation et nous n'avons pas besoin de philosophie. Nous avons besoin d'expériences, de vraies. Certaines des expériences les plus minutieuses jamais réalisées par des êtres humains. Assez minutieuses pour remporter un prix Nobel. Et ce qu'elles montrent, c'est que l'univers, à son niveau le plus profond, ne garde pas ses pièces distantes véritablement séparées. L'histoire commence en 1935 avec un argument. Et l'argument a été lancé par Albert Einstein, avec deux collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen. Einstein a pointé du doigt une caractéristique de la mécanique quantique qu'il trouvait véritablement inacceptable. La théorie semblait permettre ce qu'il a appelé, avec un dégoût évident, une action fantôme à distance. Prenez deux particules, préparez-les ensemble de sorte que leurs propriétés soient liées, une condition que nous appelons maintenant intrication, puis transportez-les loin l'une de l'autre. La mécanique quantique disait que mesurer l'une d'elles fixerait instantanément l'état de l'autre, quelle que soit la distance à laquelle elle avait été emportée. Einstein ne pouvait pas accepter cela. Il croyait que la théorie devait être incomplète. Sûrement, argua-t-il, les particules transportaient une information cachée avec elles, des instructions locales inscrites en elles depuis le tout début qui déterminaient discrètement comment chacune se comporterait lors de la mesure. Dans son image, l'aspect fantôme n'était que notre ignorance. Les particules savaient déjà ce qu'elles allaient faire. Nous n'avions simplement pas accès aux billets qu'elles portaient. C'était une position profondément raisonnable, le genre de bon sens qui a bien servi la science pendant des siècles. Les choses sont là où elles sont. Elles portent leurs propres propriétés avec elles. Ce qui se passe ici est causé par ce qui est ici. Pendant près de 30 ans, cela a ressemblé à une question de goût. Un désaccord philosophique entre grands esprits sans aucun moyen au monde de le trancher. Einstein pensait que les particules portaient des notes cachées. D'autres pensaient que non. Et il ne semblait y avoir aucune expérience qui pourrait jamais faire la différence. Parce que dans les deux cas, quand on finissait par regarder, on voyait la même chose. C'est là que la plupart des désaccords en science vont mourir sans résolution. Une question de préférence. Celui-ci n'est pas mort, parce qu'en 1964, un physicien irlandais du nom de John Stuart Bell a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a trouvé un moyen de transformer l'intuition d'Einstein en un nombre que l'on pouvait réellement tester. Bell était un homme méticuleux et précis qui travaillait le jour à la conception d'accélérateurs de particules et poursuivait les fondements de la mécanique quantique presque comme une passion privée en marge. Ce qu'il a montré est l'un des plus beaux raisonnements de l'histoire de la physique. Il a prouvé que si les particules portent réellement des instructions cachées locales inscrites à l'avance, alors les corrélations entre les mesures sur deux particules intriquées distantes doivent obéir à une certaine limite mathématique. Il y a un plafond sur leur degré de coordination possible. Appelons-le une clôture. Tout monde construit sur des notes locales cachées doit rester derrière cette clôture.
Mais la mécanique quantique prédisait que la clôture serait franchie. Elle prédisait que les particules intriquées s'accorderaient entre elles plus étroitement que ne le permettrait jamais un monde de notes locales cachées. Les deux images, les instructions cachées d'Einstein et la mécanique quantique, faisaient des prédictions numériques différentes sur ce que l'on verrait réellement dans un laboratoire. Bell avait transformé un argument philosophique en une expérience. Il ne restait plus qu'à la réaliser. C'est ce qui a été fait. Et on a continué de la refaire avec de plus en plus de soin, fermant chaque échappatoire possible pendant les 50 années suivantes. Un test précoce est venu en 1972 d'un physicien américain nommé John Clauser, et il favorisait la mécanique quantique, mais il avait des failles. Un sceptique déterminé pouvait encore s'y glisser. Au début des années 80, un physicien français nommé Alain Aspect a mené une série d'expériences bien plus minutieuses à Paris, fermant les plus importantes de ces failles, changeant les réglages de ses détecteurs si rapidement qu'aucun signal ordinaire ne pouvait se faufiler entre eux à temps. Et une fois encore, les résultats se sont prononcés de manière décisive contre les instructions cachées d'Einstein. Mais le débat ne s'est pas complètement clos avant une série d'expériences historiques en 2015, plus célèbrement celle menée par un groupe dirigé par le physicien Ronald Hansen à l'université de Delft aux Pays-Bas. Celle-ci a fermé les dernières failles simultanément, utilisant des électrons intriqués retenus dans de petits diamants à plus d'1 kilomètre de distance, les mesures étant effectuées si rapidement qu'aucun signal voyageant à la vitesse de la lumière n'aurait pu passer entre les deux détecteurs avant que les deux mesures ne soient achevées. Il ne restait plus aucune marge pour une histoire locale cachée, et le résultat est revenu le même que toujours. La clôture de Bell était franchie de manière décisive, sans issue de secours restante. En 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger pour l'ensemble de ce travail. Et la conclusion qu'il établit ne fait pas l'objet d'un sérieux débat parmi les physiciens. C'est l'un des résultats les plus solides que nous ayons. Les théories à variables cachées locales sont exclues. Les particules ne portent pas de réponse locale préexistante. Il n'y a pas de couche ordinaire plus profonde sous la mécanique quantique dans laquelle tout serait discrètement réglé à l'avance. Einstein, sur ce point particulier, l'un des très rares de sa vie extraordinaire, avait tort. Je dois être prudent ici, parce que c'est un endroit où les récits populaires exagèrent gravement, et la version honnête compte. Le franchissement de la clôture de Bell ne signifie pas que mesurer une particule envoie un signal à l'autre. Cela ne signifie pas que l'information voyage plus vite que la lumière. Il existe un résultat ferme appelé le théorème de non-communication, qui dit que vous ne pouvez pas utiliser l'intrication pour envoyer un message instantanément. Vous ne pouvez pas décrocher le téléphone de cette façon. Les corrélations sont réelles, mais vous ne pouvez pas les contrôler suffisamment pour transmettre quoi que ce soit à travers elles. La relativité est donc sauve. Rien ne court entre les particules, mais quelque chose se passe. Et c'est plus étrange, à sa façon, qu'un signal ne le serait. Les deux particules distantes se comportent d'une manière qui est plus coordonnée que ne pourrait jamais le produire une histoire locale sur le monde, et il n'y a aucun messager passant entre elles pour l'arranger. Quelque chose dans la structure de la réalité produit des résultats concordants en deux endroits séparés, et ce quelque chose n'est pas transporté à travers l'espace entre eux. Et nous arrivons ainsi à la phrase que je veux que vous reteniez, celle qui est le vrai centre de toute cette soirée. L'univers ne calcule pas localement. La relation entre deux particules intriquées distantes n'est maintenue par rien qui vive dans l'espace entre elles. Elle est, au sens le plus fondamental, non locale. Laissez-moi vous placer à l'intérieur de l'une de ces expériences, parce que je pense que le fait brut est plus puissant que n'importe quelle explication. Imaginez que vous êtes debout dans le laboratoire de Delft en 2015. Devant vous se trouve un long couloir froid et à chaque extrémité se trouve un détecteur. Plus d'1 kilomètre d'air néerlandais silencieux entre eux. À chaque détecteur attend un seul électron intriqué, retenant son souffle. Un choix aléatoire rapide, fait au tout dernier instant possible, détermine la question que chaque détecteur posera, si tardivement que même un faisceau de lumière n'aurait pu porter la nouvelle d'un choix à l'autre avant que les deux réponses ne soient verrouillées. Vous observez les mesures se dérouler. Les deux résultats reviennent, et ils sont corrélés, accordés plus étroitement que ne l'autoriserait jamais un compte-rendu local du monde. Et puis cela se reproduit, encore et encore. Passage après passage, au-delà de tout doute raisonnable, au-delà de toute objection statistique. Les deux extrémités de ce couloir continuent de s'accorder l'une avec l'autre. Et rien du tout, ne traverse l'espace entre elles pour arranger l'accord. Ni fil, ni champ, ni signal dans le temps. Tenez-vous là et ressentez-le, parce que ce n'est pas un tour de passe-passe, ce n'est pas une erreur, et ce n'est pas une question d'interprétation. C'est un fait brut, têtu et reproductible sur le monde dans lequel vous vivez. La réalité refuse de garder ces pièces distantes véritablement séparées. Vous avez passé votre vie entière dans la certitude que deux choses éloignées l'une de l'autre sont véritablement éloignées. Qu'ici est ici et que là-bas est là-bas, et que l'espace entre les deux est réel, vide et séparateur. Voici le moment où la physique vous regarde droit dans les yeux, avec une montagne de données solides derrière elle, et vous dit que la séparation n'est pas toute la vérité,
que la distance en laquelle vous avez une confiance si totale n'est pas, au niveau le plus profond, la barrière que vous pensez qu'elle est. Et voici le résidu qui nous porte en avant. Cela a été prouvé pour 2 électrons solitaires dans un couloir d'1 kilomètre de long. Mais 1 kilomètre est une distance de laboratoire. Il serait facile et réconfortant d'imaginer que l'effet est délicat, qu'il ne survit que sur un banc optique poli dans une salle blindée et qu'il s'effondre dès que vous le transportez dans le monde vaste et désordonné. Ce serait une pensée apaisante. En 2017, un satellite a prouvé exactement à quel point elle est fausse, sur une distance qui vous arrêterait le cœur. Le satellite était chinois et il s'appelait Micius, du nom d'un ancien philosophe qui vécut il y a environ 2500 ans et qui réalisa certaines des premières expériences documentées en optique, étudiant comment la lumière voyage et comment les ombres se forment. C'était un nom approprié, parce que ce satellite était sur le point de porter l'étude de la lumière plus loin que quiconque ne l'avait jamais fait. Micius a été lancé en août 2016 depuis le désert de Gobi par une équipe de l'Université des sciences et technologies de Chine dirigée par un physicien nommé Jianwei Pan. Et ici, un petit fil de l'histoire boucle sur lui-même d'une manière que j'adore. Pan avait effectué son propre doctorat des années plus tôt en Autriche, sous la direction d'un superviseur nommé Anton Zeilinger. Le même Zeilinger qui partagerait plus tard le prix Nobel 2022 pour les expériences d'intrication dont nous venons de parler. L'étudiant qui avait appris l'art de l'intrication dans un laboratoire européen était maintenant sur le point de l'emmener dans l'espace. Le satellite s'est installé sur une orbite à environ 500 km au-dessus de la surface de la Terre. Et son objectif semble presque simple quand on le formule clairement, et il est stupéfiant quand on comprend ce qu'il signifie. Micius a été construit pour partager l'intrication quantique entre des stations au sol séparées par des distances qu'aucun laboratoire ne pourrait jamais espérer égaler. Voici ce qu'il a fait. À son bord, un cristal spécial générait des paires de photons intriqués, des particules de lumière uniques liées ensemble de cette manière quantique fragile. Et le satellite envoyait un photon de chaque paire descendant à travers l'atmosphère jusqu'à une station au sol. Et l'autre photon de la même paire descendait vers une seconde station au sol, quelque part de complètement différent. Les 2 stations, Delinga et Lijiang, toutes 2 perchées en altitude sur le plateau tibétain où l'air mince perturbe le moins la lumière, étaient séparées de plus de 1200 km. 1200 km. C'est à peu près la largeur de la France. C'est la distance de Londres jusque profondément dans les Alpes. Et les photons devaient survivre au voyage à travers l'atmosphère turbulente et chargée d'intempéries, à travers les nuages, la brume et toute cette scintillation qui fait trembler les étoiles, pour atteindre le sol. Et l'intrication a survécu. Les corrélations entre les mesures aux 2 stations distantes ont franchi la clôture de Bell dans des conditions strictes, la même clôture que les notes cachées d'Einstein n'auraient jamais pu franchir. La connexion entre ces 2 photons a tenu sur plus de 1200 km de ciel ouvert, plus du double du précédent record, et incomparablement plus loin que ce que n'importe quelle fibre optique pourrait jamais transporter. Et l'année suivante, le même satellite a été utilisé comme relais de confiance pour établir une liaison sécurisée quantique entre Pékin et Vienne, des villes séparées par environ 7600 km, permettant le premier appel vidéo intercontinental de ce type, ces clés protégées par les règles étranges du monde quantique. Le point qui porte tout le reste de la soirée est celui-ci. La relation entre des particules intriquées, une fois établie, ne s'affaiblit pas avec la distance et ne semble pas se soucier de l'espace entre elles. Pensez un instant à la difficulté réelle de la chose, parce que la difficulté fait partie de l'émerveillement. Un photon est la plus petite unité possible de lumière. Et pour garder 2 d'entre eux intriqués, il faut protéger ce lien fragile de toute forme d'interférence le long du chemin. En laboratoire, sur quelques mètres, c'est déjà un travail délicat. Mais Micius tirait des particules de lumière isolées depuis une plateforme en mouvement à 500 km d'altitude, à travers toute la profondeur de l'atmosphère, à travers la scintillation et la turbulence qui font trembler les étoiles, jusqu'à un télescope sur un sommet montagneux, et les attrapait avec suffisamment de précision pour tester la corrélation entre elles. C'est un peu comme se tenir sur un avion en mouvement rapide et lancer 2 pièces à 2 personnes debout sur 2 montagnes différentes à 1000 km de distance et faire en sorte que les 2 pièces arrivent exactement là où elles doivent être. Et puis découvrir que la façon dont les 2 pièces atterrissent est en quelque sorte coordonnée, sans que rien ne passe entre elles pour l'arranger. Que cela ait fonctionné du tout est un triomphe d'ingénierie. Que l'intrication ait survécu est une déclaration sur l'univers. La connexion ne s'est pas effilochée avec la distance. Elle a tout simplement tenu, comme si les 1200 km n'étaient pas là. Je veux m'arrêter et simplement rester avec cette image, parce que c'est l'un des faits les plus silencieusement accablants que je connaisse. Imaginez 2 points de lumière nés ensemble dans le ventre d'un satellite, à 500 km au-dessus de la Terre. Imaginez-les propulsés l'un loin de l'autre, l'un tombant vers un observatoire de montagne dans une province, l'autre tombant vers une station à plus de 1000 km de là. Par chaque instinct que vous possédez, par chaque règle que votre corps a apprise enfant en attrapant des objets dans une pièce,
Ces deux points sont maintenant des choses séparées dans des endroits séparés. Et tout ce qui les liait jadis aurait dû être laissé derrière, là-haut dans le noir entre eux. Ce ne fut pas le cas. Mesurer l'un et l'autre répond en synchronisation, à travers un écart plus large que la plupart des pays, sans que rien ne traverse la distance pour porter le message. Ressentez combien cela dissout totalement l'idée de distance. L'univers traite plus de 1000 km comme si ce n'était rien, comme si le mot séparé n'avait de sens que pour des créatures de notre taille. Laissez-vous sentir petit ici, mais de la bonne façon. De la façon dont on se sent petit debout sous un ciel nocturne dégagé. Pas menacé, juste debout au bord de quelque chose de bien plus grand et de bien plus étrange que la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Parce que ce que ce satellite a prouvé, doucement et de manière décisive, c'est que la séparation que nous tenons pour acquise n'est pas une caractéristique du monde en dessous. C'est une caractéristique de notre perception de celui-ci. Maintenant, tenez cela à côté de tout ce que nous avons construit, parce que c'est la poutre qui porte le reste de l'histoire. L'intrication se moque de la distance. Et l'intrication est précisément la ressource sur laquelle fonctionne le calcul quantique. C'est la chose même que la machine au fond de ce réfrigérateur froid exploite quand elle calcule. Ce qui signifie que la ressource utilisée par ces machines n'est pas limitée par la taille physique du matériel. Ce n'est pas le genre de chose qui a un seul emplacement. La relation existe sans aucune transmission. La connexion persiste sans aucun messager. Ce qui retient deux photons ensemble à travers 1200 km de ciel est le même type de chose que le processeur utilise pour penser. Nous avons maintenant en main le froid, le décompte et la distance. Trois découvertes recueillies de trois directions complètement différentes. Une machine qui doit être cachée du monde ordinaire pour fonctionner. Un amas de possibilités trop grand pour tenir dans le cosmos visible. Et une connexion qui traite 1000 km comme rien. Chacune est étrange à elle seule. Mais nous en avons rassemblé assez maintenant pour qu'il soit temps de cesser de grimper. Posons les pièces sur la table côte à côte et regardons attentivement la forme unique qu'elles dessinent ensemble. Et cette forme, je crois que vous allez le découvrir, est impossible à manquer. Il y a un moment dans toute véritable enquête où vous avez rassemblé suffisamment d'indices séparés pour que la chose intelligente à faire soit de cesser de collecter et de commencer à arranger. Nous avons atteint ce moment. Alors faisons quelque chose de simple et d'utile. Mettons l'escalade de côté, posons les pièces sur la table et regardons ce qu'elles essaient de nous dire ensemble. Parce que parfois les faits individuels ne sont que simplement intéressants, et le motif n'apparaît que lorsque vous prenez assez de recul pour les voir tous d'un seul coup. Voici la première pièce. La machine doit être cachée du monde ordinaire pour pouvoir fonctionner. Nous l'avons vu dans le réfrigérateur, dans les couches d'or, de froid et de vide, dans le fait brut qu'une seule particule errante de chaleur ou un camion passant sur la route à l'extérieur peut anéantir tout le calcul. Voici la deuxième pièce. Ce que la machine fait ne peut pas tenir dans l'espace qu'elle occupe, ni même dans l'univers visible tout entier. Nous l'avons vu dans l'arithmique, dans ce décompte brut et sans merci où 300 qubits impliquent déjà plus de possibilités qu'il n'y a d'atomes dans tout ce que nous pouvons voir. L'information que la machine traite n'a, au sens le plus littéral, nulle part dans l'espace ordinaire où vivre. Elle n'a pas d'adresse. Et voici la troisième pièce. Les connexions sur lesquelles la machine fonctionne ne respectent pas du tout la distance. Nous l'avons vu dans les expériences de Bell, dans ce couloir froid à Delft, où deux électrons se sont accordés l'un avec l'autre à travers plus d'1 kilomètre sans que rien ne passe entre eux. Et nous l'avons vu écrit à travers le ciel par un satellite, deux photons restant liés sur 1200 km d'air ouvert. La ressource que ces machines exploitent est non locale. Ce n'est pas le genre de chose qui vit dans un endroit particulier. Maintenant, regardez les trois ensemble. La machine doit être scellée du monde local. L'information ne tiendra pas dans l'espace local. Les connexions qu'elle utilise ignorent entièrement la distance. Trois faits séparés recueillis de trois directions complètement différentes. De l'ingénierie du froid, de l'arithmétique pure, de 5 décennies des expériences les plus minutieuses jamais réalisées. Et remarquez qu'ils n'ont pas été choisis pour concorder. Ils viennent de laboratoires différents, d'époques différentes, de branches de la physique qui se parlent à peine. Et pourtant, chacun d'entre eux, quand on le pose à côté des autres, dit la même chose unique. Ils disent tous que la séparation n'est pas fondamentale. Que la division du monde en choses séparées assises dans des endroits séparés avec un vide réel entre elles n'est pas le socle de la réalité. C'est une surface. Et ces machines sont les premiers outils que nous ayons jamais construits qui atteignent en dessous. Je veux dire cela lentement, parce que c'est la thèse entière de la soirée et tout ce qui suit ne fait qu'approfondir. La séparation est une surface, pas le socle, l'espace entre les choses. La distance que vous parcourez quand vous traversez une pièce. La solidité privée d'un objet unique assis seul dans un lieu unique. Tout cela peut être une sorte de peau lisse que l'univers présente aux créatures de notre taille. Sous cette peau, le monde semble être quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de tissé ensemble d'une manière qui a très peu à voir avec les distances que vos yeux rapportent. Et un ordinateur quantique fonctionne, quand il fonctionne, précisément parce qu'il ne fait pas ses calculs à la surface. Il atteint en dessous, dans la couche où ici et là-bas cessent d'être les opposés que nous tenons pour acquis.
Une fois que vous voyez le motif de cette façon, les mystères individuels cessent de ressembler à des puzzles séparés et commencent à ressembler à un seul fait vu sous 3 angles. Pourquoi la machine doit-elle être si froide, si isolée? Parce qu'elle protège quelque chose qui n'appartient pas au monde local, et le contact avec le monde local ramène cette chose à la surface et la détruit. La décohérence, ce mot pour l'effondrement que nous avons rencontré dans la chambre froide, est simplement ce à quoi cela ressemble quand le monde ordinaire des choses séparées plonge la main et force la machine à redevenir locale. Pourquoi la machine peut-elle traiter plus de possibilités qu'il n'y a d'atomes dans l'univers? Parce qu'elle ne conserve pas ces possibilités dans la matière locale de la puce. Elle travaille dans un espace plus grand que l'espace que nous voyons. Pourquoi ces corrélations ignorent-elles la distance? Parce que la distance, au niveau où la machine opère, n'est pas la vraie structure des choses. La machine n'accomplit pas un tour de magie contre les règles du monde. C'est la partie que je veux le plus que vous emportiez de ce chapitre. Elle ne triche pas. Elle obéit silencieusement à un ensemble plus profond de règles qui ont toujours été là en dessous, opérant depuis le début. Des règles dans lesquelles nos séparations bien rangées sont l'illusion et la connexion est la vérité. Nous avons construit ces machines par accident d'ingénierie, en poursuivant un calcul plus rapide. Et ce faisant, nous avons construit les premiers instruments qui touchent directement cette couche plus profonde et nous en font un rapport. Et cela recadre la question même que nous poursuivons depuis la première minute de ce soir. Nous avons commencé par demander où le calcul se produit, et nous l'avons traité comme un mystère à propos d'un emplacement manquant, comme si la réponse allait s'avérer être une pièce cachée que nous n'avions tout simplement pas encore trouvée. Mais peut-être que la question elle-même était légèrement fausse. Peut-être que demander où suppose discrètement la chose même qui s'avère être fausse, que le monde est fondamentalement un lieu de localisation, d'ici et de là-bas, d'adresse. Si la séparation n'est qu'une surface, alors où est une question de surface, et la machine fait son travail sous la surface, dans une couche où ne s'applique pas tout à fait. Alors à partir d'ici, notre chemin change de caractère. Nous avons passé la première moitié de la soirée à rassembler les preuves que la réalité n'est pas locale, que la séparation est une surface. Ce travail est fait, et le dossier est aussi solide que n'importe quoi dans la physique moderne. Maintenant, nous allons passer la seconde moitié à demander jusqu'où cela descend, et ce qui, le cas échéant, se trouve au fond. Nous allons regarder pourquoi ces machines deviennent plus puissantes à mesure qu'elles grandissent, ce qui ne devrait pas être possible. Nous allons affronter le fait étrange que leur réponse pourrait bientôt dépasser tout ce que nous pouvons vérifier. Nous allons suivre les penseurs les plus audacieux jusqu'à l'idée que l'espace lui-même pourrait être tissé à partir de la connexion même que nous avons décrite. Que l'on pourrait déchirer un trou dans l'espace en supprimant un seul nombre. Et en dessous même de cela, nous allons rencontrer le soupçon que tout au fond, il n'y a rien d'autre que de l'information. Chaque étape va prendre cette découverte unique, que la séparation est une surface, et la pousser à un niveau plus profond. Et à la fin, la phrase que je vous ai offerte au tout début, que le monde n'est pas là où vous pensez qu'il est, aura gagné tout son poids littéral. Prenez une respiration, réinstallez-vous confortablement, nous redescendons l'escalier, et il va plus loin que vous ne pourriez l'imaginer. Et la prochaine marche vers le bas commence avec une machine qui a brisé la plus ancienne règle de l'ingénierie, en devenant plus forte, plus stable et plus fiable à mesure qu'elle grandissait. En décembre 2024, dans ce même laboratoire de Santa Barbara où Sycamore avait exécuté son calcul de 200 secondes 5 ans auparavant, l'équipe quantique de Google a dévoilé une nouvelle puce. Ils l'ont appelée Willow et elle portait 105 qubits. Elle a exécuté un test de référence en environ 5 minutes qui, selon la propre comptabilité de l'équipe, aurait pris à un superordinateur classique un nombre d'années si grand qu'il a cessé de signifier quoi que ce soit. Un 10 suivi de 25 zéros. Bien plus long que l'âge de l'univers. Mais la vitesse brute, à ce stade, était presque la partie ordinaire de l'histoire. Willow a fait quelque chose d'autre. Quelque chose qui, à certains égards, est plus difficile à expliquer que la vitesse, et c'est le fait isolé le plus étrange de toute cette soirée, parce que selon tous les instincts que nous possédons, cela ne devrait pas être possible du tout. Pour ressentir pourquoi, nous devons revenir à la plus ancienne règle de l'ingénierie, celle que je vous ai demandé de retenir vers le tout début. La complexité entraîne la fragilité. Chaque machine que les êtres humains ont jamais construite lui obéit. Votre voiture a plus de pièces que votre vélo et elle casse de plus de façons. Un réseau électrique a plus de points de défaillance qu'un seul générateur. Un corps a plus de façons de mal fonctionner qu'une seule cellule. Plus vous ajoutez de pièces à un système, plus ce système a de façons de s'effondrer. Ce n'est pas une loi que quelqu'un a écrite. C'est l'attraction lente et patiente de l'univers entier vers le désordre, qui se manifeste dans tout ce que nous fabriquons. Ajouter des pièces, ajouter de la fragilité. Cela n'a jamais été violé une seule fois. Jusqu'à Willow, voici le problème que Willow a été construite pour résoudre. Les états quantiques, comme nous l'avons vu, sont presque insupportablement délicats. Un seul qubit maintenant, une superposition est à une particule errante de chaleur près de l'effondrement, à une vibration infime près d'oublier ce qu'il faisait.
Si vous voulez réellement calculer avec ces choses, vous ne pouvez pas compter sur un seul qubit pour porter votre information, parce qu'il ne survivra pas assez longtemps. Alors les physiciens avaient un plan, esquissé dès les années 90 par un chercheur nommé Peter Shor et d'autres. Ne stockez pas votre information dans un seul qubit fragile. Étalez-la sur plusieurs. Prenez tout un groupe de qubits physiques et utilisez-les ensemble pour protéger une seule unité d'information quantique, un qubit logique, tissant l'information à travers tous, de sorte que si l'un d'eux trébuche, les autres portent la mémoire de ce qu'il était censé être. C'est un peu comme écrire une phrase importante sur de nombreuses pages à la fois, de sorte qu'aucune page déchirée isolée ne perde le sens. Mais il y avait un piège, et pendant presque 30 ans, le piège a gagné. Chacun de ces qubits physiques supplémentaires que vous ajoutez pour protéger l'information est lui-même fragile. Chacun d'eux peut échouer. La terrible question était donc, quand vous ajoutez plus de qubits pour protéger le message, gagnez-vous plus de protection que vous n'ajoutez de nouvelles façons d'échouer? Pendant 3 décennies, la réponse honnête était non. Chaque fois que les chercheurs augmentaient l'échelle, les nouvelles erreurs introduites par les qubits supplémentaires submergeaient la protection que ces qubits étaient censés fournir. Le remède était pire que le mal. Ajouter des pièces, ajouter de la fragilité, exactement comme l'exige la plus ancienne des règles. Le seuil, comme on l'appelait, le point où la protection dépasse finalement la défaillance, était une ligne que personne n'avait jamais réussi à franchir. Willow l'a franchie. Et elle ne l'a pas franchie de justesse. Au fur et à mesure que l'équipe augmentait la taille du treillis protecteur, d'une grille de 3 par 3 qubits physiques à 5 par 5 puis 7 par 7, le taux d'erreur sur l'information protégée n'est pas resté stable. Et il n'a pas grimpé, il a chuté. Et il a chuté d'environ la moitié à chaque fois qu'ils agrandissaient le treillis. La machine est devenue plus fiable à mesure qu'elle grandissait. La chose qu'il protégeait est devenue plus difficile à détruire plus il y en avait. Chaque instinct d'ingénierie que nous possédons dit que cela devrait être impossible. Et pourtant c'était là, mesuré, publié dans la revue Nature et confirmé. Hartmut Neven, le physicien qui a fondé et dirige le laboratoire quantique de Google, l'a qualifié de signe irréfutable que la correction d'erreurs fonctionnait réellement, que la machine avait enfin, après 30 ans, passé sous le seuil. Au niveau de l'ingénierie, les physiciens peuvent vous expliquer exactement comment cela fonctionne. Le code protecteur est astucieusement arrangé de sorte que les petites erreurs les plus courantes s'annulent mutuellement plus vite que la foule croissante de qubits ne peut en engendrer de nouvelles. C'est la réponse technique, et elle est correcte, et c'est un véritable triomphe de conception. Mais prenez du recul par rapport à la mécanique un instant et demandez ce que cela signifie. Parce que quand vous le placez à côté de tout ce que nous avons rassemblé dans la première moitié de la soirée, cela cesse d'être un puzzle et devient un indice. La règle selon laquelle la complexité entraîne la fragilité est une règle sur les choses locales. Voiture, réseau, corps, des choses faites de pièces séparées assises dans des endroits séparés, chacune capable de casser de son côté. La fragilité s'accumule parce que chaque pièce locale est son propre petit point de défaillance. Et ajouter des pièces ajoute des points. Mais la chose que Willow protège n'est pas une chose locale. Le qubit logique, l'unité réelle d'information quantique, ne vit dans aucun des qubits physiques en particulier. Il n'est pas assis dans un endroit précis de la puce que vous pourriez montrer du doigt. Il est tissé à travers le treillis entier, étalé dans l'intrication qui lie tous ces qubits ensemble, maintenu dans exactement le genre de connexion non locale que nous avons regardé survivre à travers un kilomètre à Delft et à travers un continent depuis un satellite. Et une chose qui ne vit dans aucun endroit unique ne peut pas être tuée par une défaillance dans un endroit unique. C'est pourquoi ajouter plus de qubits la rend plus forte. Vous n'ajoutez pas plus de points de défaillance à un objet local. Vous épaississez le réseau de connexion dans lequel une chose non locale est maintenue. Plus vous tissez de fils, plus il est difficile pour le monde local de plonger la main et d'arracher le motif. C'est la même découverte que nous avons atteinte dans le dernier chapitre, portant un nouveau visage. La décohérence, l'ennemi contre lequel la chambre froide a été construite, c'est ce qui se produit quand le monde local touche la machine et tire son information vers la surface, la forçant à être locale, et les choses locales cassent. La correction d'erreur, c'est la machine apprenant à maintenir son information plus profondément, plus loin de la surface, étalée si largement à travers la connexion en dessous qu'aucun contact isolé du monde local ne peut en trouver la totalité d'un coup. Willow ne défie pas la règle que la complexité entraîne la fragilité. Elle échappe à la règle en gardant la chose qui lui importe dans un endroit que la règle n'atteint pas. La règle gouverne la surface. Le qubit logique vit en dessous. Asseyez-vous avec cela et mesurez combien c'est étrange et beau. Nous avons passé des siècles à apprendre que tout ce que nous construisons devient plus fragile à mesure qu'il gagne en complexité. Et nous avons pris cela pour une loi de la nature, parce que pour tout ce que nous avions jamais construit, c'en était une. Et puis nous construisons la première machine dont le vrai soi ne vit pas dans le monde local des pièces séparées et cassables. Et cette machine fait calmement le contraire. Elle devient plus stable à mesure qu'elle grandit. C'est discrètement une démonstration physique qu'il existe une couche de la réalité où nos intuitions les plus anciennes sur les pièces, les trous,
Et la fragilité ne s'applique tout simplement pas. Mais cela soulève une question dure et légèrement inquiétante, et c'est là que nous allons ensuite. Si la chose que la machine protège n'a pas de localisation unique, si son travail se déroule dans une couche que nous ne pouvons pas montrer du doigt, alors quand la machine nous donne une réponse, pouvons-nous seulement la vérifier? Pouvons-nous la suivre dans cette couche non locale pour confirmer qu'elle est juste? Ou sommes-nous sur le point de construire des outils si puissants que nous devrons faire confiance à leurs réponses, sans jamais pouvoir regarder à l'intérieur et voir comment elles y sont parvenues?